je vais demander aux participants de bien vouloir couper leur micro. Vous serez invités à les ouvrir de nouveau au moment des questions qui arriveront en fin de matinale. Je vais demander effectivement donc aux participants de couper leur micro, bien sûr à l'exclusion de Madame Lockman, notre invitée, de Marianne Gallo-Laurier qui va interviewer Madame Lockman et d'Éric Seban, bien sûr, qui co-anime avec moi cette matinale. Merci à tous de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes 75 participants à 8h34, ce qui laisse augurer d'un nombre encore supérieur d'ici quelques minutes. Et nous vous remercions de votre intérêt à nos matinales, à nos animations qui ont lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Je suis heureuse que tout fonctionne ce matin. Encore 1000 excuses pour la dernière matinale. Nous avons été confrontés à des soucis techniques, c'était malheureux et nous avons démarré avec un petit peu de retard. Je vais commencer par présenter Madame Lockman pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, je vais passer ensuite la parole à Marianne Gallo-Laurier qui va interviewer Madame Lockman. Si Éric Seban, vice-président, veut prendre la parole entre nous deux, il sera le bienvenu pour rappeler le fonctionnement de la matinale, mais que certains d'entre vous connaissent. Cela dit, je vois quelques personnes qui ne sont pas des membres de notre association ou des habitués, et donc peut-être que ce rappel sera nécessaire. Madame Lockman, si vous permettez, je vais vous présenter aux participants de cette matinale et j'espère que je ne ferai pas trop d'erreurs ou d'oublis de grande importance, mais je compte sur vous pour les corriger si tel est le cas. Madame Lockman, vous êtes de culture française et américaine. Vous êtes diplômée de l'université de Panthéon-Sorbonne, de l'université de Californie et de l'université du Cap. Vous avez vécu en Côte d'Ivoire, vous avez vécu dans de nombreux pays et vous avez commencé votre carrière dans des cabinets d'avocats avant d'occuper des fonctions juridiques et notamment de directeur juridique dans le groupe JC Deco, dans le groupe Johnson & Johnson. Je fais des raccourcis, je donne quelques points de repère de votre carrière. Et puis, vous avez dirigé un cabinet international de ressources humaines qui s'appelle BPI Group avant de rejoindre Vigeo et Iris, qui est une agence de notation extra-financière où vous avez succédé à Nicole Nota. Ça veut quoi? Pardon? Excusez-moi, il y a eu un bruit parasite qui m'a fait m'interrompre. Vous êtes aujourd'hui présidente d'un cabinet de conseil en stratégie ESG, RSE et devoir de vigilance. Un petit mot sur ces acronymes, mais tout le monde les connaît. RSE, responsabilité sociale des entreprises. ESG, acronyme environnement, social et gouvernance, qui se rapporte à des facteurs clés qui permettent d'évaluer le caractère durable d'un investissement. J'ai certainement oublié nombre de vos responsabilités actuelles que je n'ai pas citées. Et bien entendu, je vous prie de bien vouloir m'en excuser et corriger ce parcours que j'ai essayé de résumer de manière très brève. Madame Lockman, merci de votre présence. Vous allez donc animer cette matinale. Je vais laisser Marianne Gallo-Laurier en faire une introduction. Éric, est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'organisation de la matinale? Oui, une fois que Madame Lockman aura fini son exposé, il y aura une série de questions. Vous pouvez au préalable poser vos questions dans le chat. C'est sur l'onglet en bas, discussion. Et avec Emmanuel, comme vous êtes beaucoup, je pense qu'on posera les questions en votre nom. Voilà. Eh bien, nous allons donner la parole à Marianne. Bonjour à tous, bonjour Sabine, ravie de t'accueillir ici. Alors Sabine, tu présides un cabinet de conseil qui alerte les dirigeants sur les risques environnementaux. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit aujourd'hui tous et sur lequel nous allons t'entendre, c'est celui de la médiation appliquée donc à la RSE et du point de savoir comment mieux répondre aux enjeux sociétés. Alors, je pense que je ne veux pas prendre de ton temps de parole. Je vais te laisser tout de suite démarrer
sur ce thème, étant entendu que, comme vient de le rappeler Eric, n'oubliez pas d'inscrire toutes vos questions à l'issue de l'intervention de Sabine, nous reprendrons bien sûr les unes derrière les autres. Donc Sabine, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Anne et merci Madame la Présidente. Peut-être que je compléterai 2 éléments de ma biographie simplement parce que ça fait sens à la fois par rapport à la thématique et quelque part pourquoi je suis là. D'abord parce que j'ai aussi été la présidente de la SGE pendant 4 ans, il y a 21 ans de ça. Et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dirigeante d'entreprise. Et aujourd'hui, je suis également depuis 3 ans membre du collège de la HATVP. C'est pour vous dire combien le droit, pour moi, est à la fois un élément structurant de notre société, est un élément essentiel pour répondre aux enjeux sociétaux et aussi à la direction d'entreprise. Et donc, le sujet qui m'a été proposé par Marie-Anne fait complètement sens avec ce que je vis depuis quelques décennies maintenant en tant que femme engagée, femme dirigeante, femme professionnelle et aussi toujours quelque part juriste parce que c'est souvent d'ailleurs ce qui me permet de me différencier dans certaines prises de décision. Alors, je conclurai, et je vais commencer par cela, de façon très structurée pour vous permettre justement de rebondir avec vos questions. Et je vais, dans un grand propos introductif, revenir sur quelques décisions et puis préciser quelques éléments qui rendent complètement d'actualité le sujet de la médiation appliquée à la RSE, alors même que bon, c'est un thème, la médiation, qui est très ancien. Madame la Présidente, vous avez mentionné mes formations. J'ai effectivement à Tulane University, précisément, j'ai suivi pendant plusieurs mois une formation au règlement alternatif des différends, dont la médiation faisait à l'époque partie, très peu pratiquée, hein, c'était dans les années 90, très peu pratiquée dans les entreprises. Et en tant que responsable juridique à ce moment-là, j'étais confrontée à la justice publique ou à des arbitrages avec des coûts absolument colossaux lorsqu'il s'agissait d'arbitrages privés. Et en lisant les revues juridiques, je m'étais rendu compte que peut-être qu'on pouvait passer par d'autres modes de résolution des différends, à la fois pour gagner du temps, gagner en confidentialité et compétitivité, et aussi permettre à la relation commerciale de survivre au choc d'un conflit. Donc, vous voyez, c'est quelque chose dans ces fondamentaux qui reste particulièrement d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi, parce que c'est toujours intéressant, quand vous tapez médiation et RSE sur Google, vous avez 1 150 000 occurrences. C'est vous dire que le sujet anime les réseaux et en particulier qu'il y a de très nombreuses discussions, là encore, sur pourquoi, comment marier finalement et en quoi la médiation peut répondre aux enjeux propres à l'RSE. Vous avez, Madame la Présidente, rappelé ce que voulait dire la RSE. Je vais peut-être y passer quelques instants parce que pour avoir effectivement dirigé pendant plus de 4 ans Vigeo Eiris, ensuite racheté par le groupe Moody's pour créer le pilier Moody's ESG au sein du groupe bien connu de notation extra-financière, j'ai donc découvert qu'à côté de la RSE, qui est en fait le résultat d'une démarche volontaire à la base, hein, les premières publications qui parlent de RSE, elles datent du sortir de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, dans le groupe Johnson & Johnson, dans lequel j'étais, pour ceux d'entre vous qui le connaissaient, vous pouvez aussi cliquer sur Internet. Quand vous tapez Johnson & Johnson et vous tapez Credo, C-R-E-D-O, eh bien, vous tombez sur une charte qui a été rendue publique en 1946 par l'un des descendants des 3 frères Johnson qui avaient fondé le groupe en 1886 de mémoire, pour dire quoi? Nous sommes responsables vis-à-vis des patients
des soignants et de leurs familles. Deuxième bloc de responsabilité, nous sommes responsables vis-à-vis de nos salariés et de leurs familles. Troisième bloc de responsabilité, nous sommes responsables vis-à-vis des communautés et nous devons nous acquitter de notre juste part d'impôt. Et quatrième bloc, nous sommes responsables vis-à-vis de nos actionnaires, sans lesquels nous ne pourrions pas investir dans l'innovation. Là encore, c'est de mémoire, mais ce qui m'avait frappé lorsque j'étais rentrée dans ce groupe, et c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis rentrée, c'est cet engagement extrêmement fort de responsabilité affiché, affirmé, alors qu'on connaît les conflits, les contentieux dont les groupes de santé sont assaillis. Et de l'autre côté, une volonté à la fois d'excellence. Alors aujourd'hui, on parle de performance financière, et ça, c'est notamment quelque chose que vous trouvez dans le dernier bloc. Nous sommes responsables vis-à-vis de nos actionnaires, et c'est grâce à eux que nous pouvons investir dans l'innovation. Et puis tout le reste qui précède, les trois autres blocs sont typiquement des blocs dits RSE, où le groupe, l'entreprise, donc je rappelle, 1946, s'engage vis-à-vis des patients et des soignants, vis-à-vis des salariés et de leurs familles, et vis-à-vis des communautés, à agir de façon responsable. Et quelque part, ils sont cohérents au niveau de la direction du groupe, avec un principe de base que pour tous les juristes ou les financiers qui sont autour de l'écran, vous savez, vous connaissez. Un dirigeant, qu'est-ce qu'il qualifie? Par essence, c'est la prise de responsabilité. Un dirigeant est responsable. D'ailleurs, ça ne se délègue pas, hein, c'est ce que le juge nous dit. Il y a des responsabilités principales fondatrices qui ne se délèguent pas. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'aujourd'hui, et on y viendra dans un instant, il y a nombre d'appels au devoir de vigilance des dirigeants, pas simplement parce qu'il y a la loi Potier, mais aussi parce que ça fait principalement partie des textes fondateurs de l'organisation et de la gouvernance d'entreprise et du gouvernement d'entreprise. Mais à côté de cette responsabilité, qui est donc consubstantielle à ce qu'est un dirigeant, il y a aussi la notion de prise de risque. Un dirigeant, par essence, c'est celui qui pilote une stratégie, enfin, qui la dessine, qui la pilote, qui la met en œuvre et par essence, qui prend des risques. Toute action, toute entreprise, le fait d'entreprendre par essence n'est jamais parfait et donc consiste à faire en sorte que les risques pris et assumés génèrent le moins d'impact ou d'externalités négatives possible. Et c'est là où la RSE, aujourd'hui, dans son acception, qui progressivement est passée d'une démarche volontaire à une démarche encadrée par la loi, et notamment dans notre corpus à nous, romano-germanique, et bien aussi, pas simplement par le droit français, mais aussi par les directives européennes. Vous avez, à côté de ces démarches qui sont ou volontaires ou le résultat de l'encadrement de la loi, vous avez également ce qu'on appelle la gestion des risques extra-financiers ou environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça, c'est très important parce que c'est corrélé en fait à la façon dont l'entreprise gère ses risques sociétaux et environnementaux, parce qu'à la fois, ça permet d'appréhender ce qu'on appelle les risques liés à l'environnement, les risques liés à la société ou au social et les risques liés à la gouvernance. Très brièvement, et je serais ravie d'ailleurs de partager plus avant éventuellement une petite note au travers de Madame la Présidente et de Marianne, mais je ne vais pas faire un cours là parce que ce n'est pas le sujet. Il faut que vous sachiez qu'à l'intérieur de ces trois piliers, il n'y a pas n'importe quoi. Souvent, on dit que la notation extra-financière repose, c'est une boîte noire, ça repose sur des choses qui sont décidées un petit peu comme ça à l'emporte-pièce et ça génère beaucoup de problèmes. Non, la donnée environnementale, sociale et gouvernance, si effectivement elle est née il y a une 20-30 années, d'ailleurs Nicole Notta, en 2002, quand elle lance Vigeo-Iris, elle fait partie des précurseurs qui essayent, à partir des informations rendues publiques par les entreprises sur la façon dont elles gèrent leurs externalités positives ou négatives en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, va appliquer une méthodologie qui
en fait, traduit des traités internationaux, des textes de loi et justement ce qu'on appelle de la soft law ou du droit mou, c'est-à-dire des chartes d'engagement, en particulier, par exemple, de l'AFEP-MEDEF, relatif à la gouvernance, pour dire, voilà, les entreprises s'engagent où elles sont engagées, parce que ça, c'est la règle qui le pose de cette façon-là, et dans un devoir de transparence, puisqu'elles font appel public à l'épargne ou elles financent la dette au travers d'activités qui sont de plus en plus appelées à être transparisées, ça c'est le vocabulaire financier, eh bien il faut qu'elles rapportent au travers d'un certain nombre d'indicateurs comment elles gèrent ces risques liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et à l'intérieur de ces risques, et vous allez voir pourquoi je rentre dans le détail pour pouvoir mieux aller vers la médiation, en fait, vous avez à la fois des éléments qui sont très matériels et pour lesquels il y a, parce que les textes posent des éléments de mesure, parce que les textes posent, et quand je parle des textes, ce sont des textes de loi qui sont régionaux, qui sont locaux, qui sont internationaux. Donc, au-delà des éléments de mesure, les textes posent des définitions. Mais par ailleurs, en fonction des régions dans le monde, les sociétés en particulier cotées et derrière leur chaîne de sous-traitance vont respecter d'elles-mêmes, en particulier au sein de pratiques sectorielles, certaines mesures de gestion de risque par décision, là encore, à l'intérieur d'un corpus d'entreprise pour s'auto-réguler. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là permettent de réaliser ce qu'on appelle une notation ou une évaluation des risques extra-financiers. Et ensuite, cette évaluation, elle est vendue aux investisseurs qui eux-mêmes pilotent une stratégie d'investissement ESG. Ce ne sont pas les entreprises ou qui payent pour qu'on les note ou qui achètent directement, en tout cas, ces notations. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on rentre dans le détail de la notation extra-financière, et vous allez d'ailleurs voir que quelque part, mon cursus n'est pas pour rien dans le choix aussi que j'ai fait de diriger cette entreprise, on touche de plein fouet un échantillon de risques qui vont des risques les plus bénins aux risques cataclysmiques. Voilà. Et on sait, ou vous lisez la presse régulièrement, et vous savez que tel dirigeant a été limogé d'une heure à l'autre parce qu'on a découvert que, ou plus exactement, il y a eu des parties prenantes qui se sont mobilisés pour dénoncer la destruction de forêts primaires pour implanter telle usine. J'essaye de prendre des sujets un peu anciens pour ne nommer personne, mais on a beaucoup entendu aussi parler de la destruction de forêts pour pouvoir implanter de l'EVA ou des plantations utilisées dans l'industrie alimentaire. Bref, les dirigeants sont directement mis en cause et peuvent effectivement radicalement et brutalement perdre leur poste si on considère qu'ils ont, au-delà du non-respect d'une règle, la perception est qu'ils ont mis à risque et en danger la réputation de l'entreprise tant vis-à-vis de ses clients que de ses investisseurs et bien sûr génèrent des troubles ou des dommages irrémédiables auprès des communautés qui vivent en fait directement ou indirectement les impacts générés par l'activité de l'entreprise. Bref, qui dit RSE et ESG dit finalement des révélateurs des fragilités de l'entreprise. Et j'apprécie ce terme de fragilité parce que derrière, ça matérialise aussi les dilemmes auxquels sont confrontés les dirigeants, qu'ils soient côté exécutif ou côté non exécutif. Là encore, et pardon à tous ceux qui sont parfaitement au fait de cela, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, dans la direction d'une entreprise, il y a toujours, alors évidemment avec des règles renforcées quand il s'agit de sociétés cotées, mais vous avez toujours un management exécutif qui a donc le pouvoir d'agir, représenté par un président, directeur général ou une présidente, directrice générale ou une directrice générale, voilà, et un bicéphalisme à la tête de l'entreprise. Et puis vous avez également du côté non exécutif la représentation des actionnaires et d'un certain nombre de parties prenantes en fonction de la catégorie de l'entreprise qui, eux, ont deux grands rôles.
c'est de vérifier que la stratégie de l'entreprise est cohérente avec l'argent investi par les actionnaires et les prêteurs, quand on est dans certaines situations d'endettement, par exemple, de l'entreprise. Et puis, de l'autre côté, que les plans qui sont mis en œuvre sont bien respectés et le sont conformément, pour faire simple, aux règles financières et aux règles extra-financières, avec une explosion véritablement depuis les 5-6 dernières années d'une focalisation sur les règles dites extra-financières ou de RSE. Et là encore, vous sentez progressivement arriver la notion de tension, de conflit, d'interprétation. Pourquoi? Parce que si vous y ajoutez depuis 2020 les crises sanitaires, les crises politiques, les crises financières, alimentaires, au-delà des crises climatiques, etc., et sociales, vous sentez que tout ça bouge très fort. Voilà. Et que la période dans laquelle nous nous inscrivons, et on sait que le dirigeant au XXIe siècle doit diriger autrement, doit appréhender à la fois la gestion de tous ces dilemmes et de ces différents risques et en même temps contribuer à construire une société qui soit une société au sein de l'entité entreprise, mais aussi au sein de la société avec un grand S, une société qui soit une société de paix et de prospérité et pas une société de haine, de fracture, de division, de disparition, de compétition effrénée et destructrice. Et c'est là où justement le sujet de la médiation prend tout son sens. Et je vais revenir à une définition, la définition de la médiation qui n'est pas la médiation au sens judiciaire ou juridique, mais que je trouve intéressante parce qu'elle pose vraiment, j'allais dire, le soubassement de son rôle, de sa raison d'être quelque part. La médiation est une pratique ou une discipline qui vise à définir l'intervention d'un tiers pour faciliter la circulation d'informations, éclaircir ou rétablir des relations. Ce tiers neutre, indépendant et impartial est appelé médiateur. La définition de cette activité varie selon les contextes d'application. Ce qui est particulièrement important pour la dirigeante que je suis aujourd'hui et pour les dirigeants que je conseille dorénavant, c'est véritablement de structurer les activités en miroir d'une stratégie qu'on doit mettre en œuvre qui permettent de faciliter la circulation d'informations et de gérer les relations. Pourquoi? Parce que sans transparence, ce que vise la facilitation, la circulation d'informations, c'est qui dit information circulant, dit personne et partie prenante éclairée, dit aussi transparence et capacité d'intervenir, y compris en tant que contre-pouvoir. Mais qui dit aussi faciliter la circulation d'informations pour éclaircir et rétablir les relations, dit bien contribution à la construction d'une société avec un petit s ou un grand S qui permette à notre monde, et j'ose ce gros mot, de traverser une crise sans précédent qui est la crise de notre siècle. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes percutés de plein fouet par une transition énergétique radicale. Vous avez certainement lu au moins la synthèse, ça fait 20 pages du rapport du GIEC. Ce n'est pas parce qu'il faut l'avoir lu, c'est parce qu'il y a des choses qui sont importantes d'appréhender pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Le réchauffement climatique fait que dans 10 ans, si les choses continuent comme ça, à Paris fera 55 degrés pendant au moins 2 mois. Donc, c'est beaucoup. Le réchauffement climatique, on en entend parler aujourd'hui tous les jours, c'est pas d'eau. Le réchauffement climatique, ce sont des migrations colossales de l'ensemble de l'hémisphère sud vers le nord. Pas parce que les gens veulent envahir le nord pour aller voler les richesses du nord, c'est juste parce qu'ils ne peuvent plus vivre en dessous, parce que les sécheresses seront intenables et l'absence d'eau fera également que la vie ne sera plus possible. Vous avez aussi entendu parler de l'élévation du niveau de la mer, de ces côtes sur lesquelles vivent des centaines de millions de personnes, y compris celles d'ailleurs qui ont installé leur maison en pensant qu'elles pourront y passer une retraite heureuse. Eh bien, ces côtes vont être noyées du fait du réchauffement climatique et de la hausse des niveaux des océans. Bref, tout ça n'est pas très réjouissant et en même temps,
Nous savons que nous avons les moyens de ralentir et de réfréner tout cela. Je pense que chacun d'entre nous, on y œuvre, que ce soit à partir, alors en ce moment, le tri des déchets, c'est quand même compliqué, mais du tri des déchets jusqu'à des actions que nous conduisons en tant que professionnels. Tout ça pour dire que lorsqu'on parle de défis ou d'enjeux sociétaux et de gestion d'une performance, parce qu'il s'agit bien d'une performance extra-financière pour pouvoir atteindre un résultat qui est, le ralentissement du réchauffement climatique pour ne pas dépasser les fameux 2 degrés Celsius. 2, un ralentissement du réchauffement climatique et des mesures prises d'ores et déjà pour pouvoir avoir des impacts sur l'air, l'eau, la biodiversité, sans laquelle il n'y a pas de vie humaine. 3, et ça c'est le plus important me semble-t-il, parce que l'homme a besoin d'un minimum de paix, la contribution, chacun dans nos professions et dans nos postes, à la construction d'une paix sociale. Et c'est là où je trouve très intéressant, véritablement, non pas les presque 20 mises en demeure par un certain nombre d'ONG contre des groupes qui auraient manqué à leur devoir de vigilance ou des actions au fond vis-à-vis de ces groupes pour dénoncer ce qu'ils n'auraient pas fait, mais véritablement l'appel, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, du président du tribunal de grande instance de Paris le 28 février dernier, quand il dit d'abord, il définit la RSE, je cite, la responsabilité sociale des entreprises qui participent de cette évolution désigne un concept selon lequel les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes, initialement à partir d'une démarche volontaire progressivement complétée par un cadre légal et réglementaire visant à mieux encadrer les mesures déployées et à l'évaluation de leur efficacité. Vous avez noté comme moi, et vous l'avez déjà lu très certainement, on parle effectivement, et c'est central, d'interaction. Qui dit interaction, et je reviens à la définition de la médiation, dit circulation d'informations, éclaircissement, rétablissement des relations entre les parties prenantes à un acte, une action, une opération, pour pouvoir produire un résultat qui soit le plus positif possible pour un maximum de personnes. Et pas seulement un instant T, mais aussi sur le moyen et long terme. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que la médiation est j'allais dire, le processus, le mode alternatif de règlement des différends par essence de tous les conflits et de tous les contentieux? J'avoue que je n'en sais rien. Je vous laisserai en débattre plus avant avec moi. Peut-être, si on part d'un premier constat, qui est qu'aujourd'hui, on a un sujet qui est qu'on ne peut plus se gaspiller. On ne peut plus gaspiller nos moyens, on ne peut plus gaspiller notre temps, nos ressources, puisqu'on a bien compris qu'on était dans cette véritable course pour pouvoir pas simplement améliorer, mais radicalement changer des choses qui vont permettre à notre société, c'est-à-dire à nous-mêmes, mais aussi à nos arrière-petits-enfants, de vivre dans un environnement qui sera soutenable. Et donc, on peut se dire que, puisque la Banque mondiale indique en moyenne qu'en France, il faut 447 jours pour obtenir une décision judiciaire, sans compter les délais d'appel et d'extinction, toutes les voies de recours, peut-être que la médiation est effectivement un élément qui est à la fois encadré, puisqu'il y a des textes, quand j'ai suivi la formation aussi du CMAP il y a quelques décennies de ça, c'était déjà très encadré. J'ai aussi entendu, comme vous, le garde des Sceaux qui récemment a présenté le plan du gouvernement pour une politique de l'amiable, au terme duquel ce plan, la médiation doit devenir la règle. Donc, je comprends que l'ensemble des parties prenantes au niveau de notre État nous appelle, nous, professionnels, qu'on soit côté entreprise ou côté avocat, financier, etc., pour servir notre économie et notre pays, et j'allais dire notre région, l'Europe, à développer une culture au-delà des textes qui existent déjà pour pouvoir éviter que nous nous gaspillions, parce que nous n'avons plus les moyens de le faire et parce que nous avons un enjeu profond de nous concentrer sur la création de valeur. C'est ma lecture, on va en débattre dans un instant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très, très important. La deuxième chose,
c'est qu'on a un enjeu également, nous qui faisons partie de cette élite détestée, pas comprise, considérée comme à côté de son rôle, de sa mission. Je pense que notre devoir est aussi de contribuer, et je reviens à la définition de la médiation que j'ai partagée avec vous tout à l'heure, de prendre pour le coup le temps nécessaire à éclaircir, informer, partager et connecter les parties prenantes entre elles au sein de nos propres organisations et au sein d'écosystèmes avec lesquels et dans lesquels nous travaillons. Ça fait partie aussi à la fois de notre responsabilité pour construire cette société dont où la performance globale intégrera notamment les éléments relatifs à la RSE et qui font que chacune et chacun se sentira mieux compris, mieux respecté et avec une place dans laquelle il aura aussi, ou elle aura aussi, des devoirs et pas simplement des obligations à réclamer à d'autres. Et je pense que toute cette dynamique-là, elle est à engager, et c'est pour ça aussi que je parle pas simplement de textes appliqués, mais d'une véritable culture à impulser. Et là encore, moi, c'est aussi le choix que j'ai fait depuis quelques temps, qui était de contribuer au travers d'Ascend, qui est donc la structure que j'ai fondée avec quelques associés, pour accompagner les dirigeants, par essence responsables et devant prendre des risques, à développer des outils, mais aussi une culture de la participation des parties prenantes à la construction d'une société au sein, enfin, en tant que telle entreprise, mais aussi avec un grand S, inclusive. Ça ne veut pas dire co-gestion, parce que là aussi peut-être que vous aurez cette question-là, parce que justement, les règles qui existent pour pouvoir gérer le dialogue entre les parties prenantes et partant s'inspirer de la définition même de la médiation, encadrent très clairement ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Je terminerai en disant que pourquoi est-ce que la médiation appliquée à la RSE me paraît fondamentale, essentielle, importante, pas simplement parce qu'elle existe dans des textes, mais aussi en tant que culture devant être développée par nous tous, professionnels, parce que notre société est en profonde mutation et que nous avons un devoir d'accompagner cette mutation en fonction des expertises qui sont les nôtres. Nous avons fait un choix d'exercer nos talents pour pouvoir justement faire en sorte que la société soit plus prospère et soit apaisée. Comment ? Eh bien, il y a des textes. Au-delà des textes, il y a typiquement cette matinale qui permet de partager et de développer cette culture au-delà de la stricte sphère des juristes, parce que oui, les dirigeants doivent aussi mieux appréhender ce mode alternatif des différents et voire l'imposer, y compris à leur directeur juridique, en leur disant « Cher ami, ce serait très très bien qu'on ait ça dans nos conditions générales d'achat, de vente ou dans nos contrats ». Et puis, pour finir sur le dirigeant, parce que c'est quand même aussi lui qui, là encore, doit assumer responsabilité et risque, et aussi faire face à ces dilemmes profondément complexes et parfois extrêmement angoissants, définitivement contribuer à construire un dialogue plus ouvert, mais encadré, et en mettant en œuvre des principes de médiation avec un médiateur qui, par essence, je le rappelle, mais vous le savez par cœur, mais ce n'est pas grave, je le dis pour tous ceux qui nous écouteront ensuite, doit être neutre, indépendant, impartial. Ça, c'est quelque chose qui ensuite fera que si d'aventure on ne peut absolument pas trouver une solution d'un commun accord ensemble, lorsque le juge qui est là pour trancher aussi les différends sera amené à le faire, eh bien, il pourra bénéficier à la fois d'un travail préalable et malheureusement constater qu'il n'a pas pu aboutir. Ces dilemmes, là encore, dont je parlais tout à l'heure, qui sont qu'on n'a plus le temps, les moyens de faire comme on a fait jusqu'à présent, nous imposent, là encore, de faire évoluer cette culture et d'être aussi, quelque part, les ambassadeurs de cette évolution. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'élite, et je le pose clairement. Je pense qu'il faut à la fois le reconnaître, l'accepter et partant mettre en œuvre cela.
parce que profondément, nous avons envie de performer, parce que la performance au sens enrichi du terme, c'est-à-dire pas simplement une performance financière avec des profits invraisemblables à côté de contraintes ou d'externalités négatives tout autant invraisemblables et inacceptables, c'est justement un équilibre entre effectivement une performance financière qui permet de réinvestir et puis de l'autre côté, une performance extra-financière qui appelle chacune des parties prenantes à faire ce qu'elle a à faire et pas simplement à crier au loup vis-à-vis de quelques-uns qui seraient le petit bout très immergé de l'iceberg et qui évidemment est absolument impossible ou dans l'impossibilité de faire toute seule ou tout seul ce qui est attendu de lui ou d'elle, c'est-à-dire transformer notre société. Voilà, je vous remercie et je vous propose que nous passions aux questions. Merci Madame Lockman pour cet exposé. Je propose que Gilles Delabati pose la première question. Gilles, si tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci Madame Lockman d'avoir fait un rappel historique parce que c'est toujours important de savoir d'où l'on part pour se diriger vers l'avenir. Et effectivement, vous avez un profil économique et une grande expérience aussi, une formation juridique. Moi, je suis ingénieur et expert et j'arrive dans la médiation par les modes alternatifs et je me pose la question de savoir dans la configuration de la mutation d'une entreprise vers une configuration RSE compatible, quelle est la place du médiateur et à quel moment doit-il intervenir? Et puis, si vous avez des exemples, ce serait super. Merci, Madame Lockman. Je vous en prie, monsieur. Alors, c'est une question qui est très intéressante, ce d'autant que vous êtes ingénieur et qu'effectivement, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, pour avoir été moi-même en tant que dirigeante, alors cette médiation-là, elle nous a été, comment dirais-je, proposée, entre guillemets, par les magistrats de la Cour d'appel de Versailles, alors que je pilotait la fermeture d'un site industriel de près de 400 personnes. Et donc, des deux côtés de la barre, on a accepté ce principe de médiation dans un contexte qui était particulièrement tendu, comme vous pouvez l'imaginer. Et le médiateur qui a été désigné par le juge n'était pas un juriste, était un ingénieur. Justement, j'allais dire, il a pu apporter à cette médiation. Alors, donc, on était là dans un contexte très, j'allais dire, absolument contentieux, hein, parce qu'il y a eu, on est allé 3 fois devant la Cour de cassation. Enfin, il y a eu un nombre de conflits judiciarisés extrêmement importants, mais la médiation a permis d'avoir pendant 7 mois un sas au sein duquel s'est fait ce travail très complexe, j'allais dire, d'accouchement d'une solution médiée, donc collégialement décidée, par rapport à ces 353 salariés concernés par la fermeture de ce site. Comment alors donc ça, c'est entre guillemets facile, puisque le magistrat ou le juge vous désigne et désigne le médiateur. Quand on est, j'allais dire, à froid, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut continuer à faire ce que vous faites avec le IAM, qui est de rendre public les mérites et intérêts, justement à froid, de faire appel à un médiateur ou une médiatrice. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, si vous ne faites pas savoir, il n'y a pas de décrit, il n'y a pas de participation à des réseaux dirigeants, à des commissions de travail, interprofessionnelles dans les branches, cette culture ne peut pas se développer. Et on a un sujet très important en France qui est celui du développement de la culture de la médiation. Certains dirigeants, il me semble me souvenir avoir vu un article récemment de quelques dirigeants qui mettaient en avant leur participation à une plateforme de médiation, enfin en tout cas qui pousse qui accompagne plus exactement la médiation au sein des groupes ou des entreprises. Mais cette culture-là, elle est encore pas du tout diffusée.
Et je pense qu'au-delà de Paris, je ne sais pas comment fonctionne le IAM, pardon, j'aurais dû mieux me renseigner, mais j'imagine qu'il y a vraiment un travail à faire dans les grandes capitales de notre beau pays pour, j'allais dire, enfoncer le clou tant qu'il dépasse jusqu'à ce qu'il soit complètement intégré à la planche de bois dans laquelle on l'enfonce. Parce que cette culture, elle n'existe encore pas beaucoup. Donc, développer la culture, passer par des écrits, des publications, et puis tout simplement interagir avec les directeurs juridiques, les directeurs financiers, au travers peut-être des avocats, des comptables, qui sont quand même régulièrement en contact avec eux pour aussi développer cette culture. Parce que je pense aussi que chez mes anciens collègues, je ne suis pas certaine que la médiation soit toujours perçue comme elle devrait l'être, c'est-à-dire à la fois un outil utile au dialogue, voilà, et surtout une compréhension de ce que la société dans laquelle nous sommes, tout particulièrement aujourd'hui, a besoin, non pas qu'on perde de façon conséquente du temps, des moyens, de la compétitivité au travers de bagarres qui sont forcément, parce que judiciarisées, rendues publiques, avec voilà, des communications qui ne sont pas toujours très heureuses. Et pendant ce temps-là, les concurrents caracolent comme bon leur semble. Et pendant ce temps-là, la valeur que peut aussi apporter l'entreprise à ses salariés, aux communautés dans lesquelles elle intervient directement ou indirectement, pas simplement en France ou en Europe, mais ailleurs dans le monde, puisqu'on a la chance d'avoir des grands groupes qui sont très développés de par le monde, bah, elle prend une partie de ses moyens pour s'occuper de ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu pour nous tous, en tant qu'acteurs, de faire démarrer le plus rapidement possible cette culture pour que lorsque, par exemple, on réfléchit à la mise en place, je reviens au sujet de la transition énergétique qui demande des choix radicaux qui vont produire des externalités négatives, par exemple des destructions d'emplois, par exemple des fermetures de sites pour en reconstruire un autre ou pour transformer les métiers de telle façon qu'il y aura des réduction d'emplois avant de pouvoir en embaucher d'autres, la médiation, c'est-à-dire la capacité de dialoguer et de construire quelque chose où les parties prenantes cheminent à l'intérieur d'un cadre, soit mise en œuvre. Mais ça demande que, au-delà de notre échange, nous agissions. Vous agissiez. Voilà.